voyais ma grande sœur qui était mon idole, mais vraiment mon idole. Je me disais, ok, je vais faire comme elle, donc je serai pharmacienne comme ma grande sœur. Je savais que je ferais pharma, et puis quand j'ai eu 18 ans, elle rentrait à HEC. Donc à 18 ans, avant même d'avoir fait pharma, je savais que je ferais HEC. Bonjour à tous, donc moi c'est Caroline, je suis pharmacienne de formation et la fondatrice de Mojo Cosmetics. Qu'est-ce que Mojo Cosmetics? Mojo, c'est la première marque de cosmétiques mondiale qui est dédiée aux fumeurs, ex-fumeurs et vapoteurs. Vous êtes aussi donc entrepreneur, c'est vous qui avez lancé cette marque. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le fait d'être entrepreneur? C'est le fait de créer surtout. C'est le fait de pouvoir faire plein de métiers en un et d'aider les gens parce que j'ai fait pharmacie, des études de pharmacie dans le but justement d'aider les personnes. Et le fait d'être entrepreneur, c'est aussi une autre manière de pouvoir les aider. Et justement, quel est l'atout du pharmacien dans l'entrepreneuriat? Parce que le métier de pharmacien, il offre 218 métiers différents. En fait, c'est vrai que quand on pense au métier de pharmacien, on pense tout de suite au pharmacien qui est derrière le comptoir. Ouais. Et c'est pas vrai. On est formé pendant nos études de pharmacie, c'est vrai, à de la chimie et à tout ce qui va être scientifique, mais pas que. Quand on est pharmacien, on est aussi entrepreneur, hein, puisque quand on est titulaire, on gère des personnes, une équipe, des employés, on fait de la comptabilité, on fait plein de choses. Et le métier de pharmacien, il nous prépare déjà à être entrepreneur si on décide de créer aussi une marque de cosmétiques. C'est une bonne réponse, j'adore cette réponse. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel était ton parcours? Oui, avec plaisir. Alors moi, mon parcours, il est un petit peu compliqué. J'ai fait pas mal d'écoles différentes. J'ai fait mes 4 premières années d'études à la faculté de pharmacie de Lyon-Est. Ensuite, j'ai fait une année de césure où je suis montée sur Paris et j'ai fait un stage dans une start-up de cosmétiques spécialisée pour la femme atteinte de cancer, puisqu'à ce moment-là, je savais déjà que je voulais être entrepreneur. Et ensuite, j'ai fait une année à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Et enfin, j'ai fait mon master entrepreneur à Polytechnique HEC, donc du coup à Jouy-en-Josas. Et donc, à un moment donné, tu t'es dit que tu allais créer la marque Mojo Cosmetics, Oh. Qui, comme tu l'as dit, est une marque de cosmétiques donc, visée pour les fumeurs. Oui. Je sais qu'il y a une belle histoire derrière ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, avec plaisir. Du coup, j'étais étudiante en première année d'études de santé. Avant ça, j'étais hyper sportive, je mangeais hyper healthy, je buvais pas d'alcool, je fumais pas. La vie un peu plan-plan. Et à 18 ans, je me suis retrouvée en P1, en première année, et hyper stressée. Je faisais plus de sport puisque je passais toute ma journée en fait assise sur une chaise à réviser 12 heures par jour. Je me suis mise à fumer. Malheureusement, et en plus j'ai fumé un paquet tout de suite par jour. Ouais, c'était assez conséquent. Et en fait, j'ai réussi mon concours de pharmacie, mais j'ai pas réussi à arrêter la cigarette. Et je sais qu'à l'époque, j'avais utilisé pas mal de solutions, surtout pour faire plaisir à l'époque à ma famille, hein, qui n'était pas du tout pour que je sois fumeuse. Et du coup, au fur et à mesure des années de consommation, j'ai vu tous les effets nocifs de la cigarette qui apparaissaient sur mon corps et en fait qui avaient complètement changé mon aspect esthétique. Je voyais mes dents qui commençaient à jaunir, à se noircir, j'avais la peau de mon visage qui commençait à se ternir, j'avais l'odeur de cigarette qui était aussi surtout dérangeante pour mon entourage non fumeur. J'avais toutes ces problématiques-là et je voyais aucune solution qui était dédiée aux fumeurs, alors qu'on est 16 millions de fumeurs en France, on est 1 milliard au niveau mondial. Et en fait, je me suis dit, en 3e année de pharmacie, je vais créer la première marque de cosmétiques mondiale pour les fumeurs et ex-fumeurs. Et je me demandais de quoi sont composés tes produits? Alors la composition, en fait, j'étais en 3e année de pharma et c'est vrai qu'en pharma, on a cet aspect scientifique et je m'étais mis tout de suite comme une chercheuse folle à créer 36 produits de cosmétiques alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Quand on monte sa boîte de cosmétiques, on dit généralement c'est entre 4 et 7 produits qu'on lance et moi, je savais faire que des compos donc je me suis mise à faire 36 compos, des shampoings, des gels douche, des soins pour les ongles, une crème visage, un dentifrice, un spray corporel et je m'étais dit tout de suite, il faut que j'utilise des actifs qui soient naturels, qui soient sains. Pourquoi? Parce que quand on est fumeur, la cigarette, elle est déjà suffisamment toxique, nocive, chimique. Donc pour moi, c'était indispensable d'utiliser des actifs qui soient naturels. Bah, c'est hyper intéressant et j'ai une question du coup sur la recherche et développement que tu as fait. Souvent, quand on entend les storytelling des entrepreneurs, la partie recherche et développement, elle est un peu expéditive.
On n'en parle pas assez et Ouais. du coup, je me demandais, toi, comment ça s'est passé et est-ce que tu aurais des conseils à Ouais. donner pour des gens qui veulent lancer leur boîte et commencer par la recherche et développement? Ouais, alors ça, c'est une super question et j'adore y répondre parce qu'effectivement, alors pas moi, j'explique hyper bien, mais on reste assez flou là-dessus. Il y a plusieurs manières de créer des produits cosmétiques. Il y a la manière étudiant en pharmacie ou ingénieur chimiste qui s'y connaît vraiment en molécules, qui va comprendre comment les molécules peuvent travailler en synergie. Qui va soi-même faire sa composition à travers évidemment la littérature et ses propres connaissances. Donc c'est un peu ce que j'ai fait, comme une chercheuse folle, je créais les produits, je regardais les huiles essentielles. Moi, je me suis tout de suite tournée vers les huiles essentielles parce que j'ai beaucoup travaillé en officine et j'ai vu que les patients cherchaient de plus en plus d'huiles essentielles et voulaient se traiter avec des produits qui soient vraiment naturels. Et donc, je me suis tournée vers les huiles essentielles et je regardais à chaque fois chaque huile essentielle, quelle était en fait son indication, son allégation, à quoi elle servait, comment elle s'appliquait et ensuite quel était le dosage. Puisque quand on utilise des huiles essentielles, le plus important, c'est de savoir les doser. Et donc, je faisais mes compos en me disant, OK, les problématiques esthétiques des fumeurs sont, par exemple, pour le dentifrice, le jaunissement, le noircissement des dents, la sensibilité gingivale. Quelle huile essentielle je vais pouvoir utiliser là-dessus et comment elles vont pouvoir travailler en synergie là-dessus. Donc ça, c'est la première manière de faire une R&D, de la recherche et des développements de produits, c'est de la faire soi-même. Du coup, ça ne coûte pas beaucoup d'argent, ça c'est top. Et c'est des produits qui sont vraiment, vraiment efficaces pour le coup. Ensuite, il y a la manière où on s'y connaît un petit peu, on a envie, mais pas trop non plus, on a envie de participer quand même à l'élaboration du produit et on se dit, je vais chercher un laboratoire qui va m'aider à co-créer les produits ou je vais même les co-créer avec ma communauté. Et donc du coup, là, on va se dire, on va faire un cahier des charges où on va écrire, je veux que mes actifs à l'intérieur soient d'origine naturelle selon telle norme, je veux que mon produit soit vegan, je veux que mon produit soit bio. On va établir un cahier des charges et ensuite on va le donner à un laboratoire et on va lui dire voilà tous les actifs que je veux. Après, c'est toi qui fais la compo. De toute façon, voilà, j'y connais rien. Et la troisième manière de faire, c'est de complètement le faire sous-traiter. Et le sous-traiter, c'est soit on prend en marque blanche, et là, la marque blanche, c'est par exemple un laboratoire, on va aller taper à sa porte, on va lui dire coucou, est-ce que tu as une composition de crème visage ou, je sais pas moi, de gel douche, t'achète ta composition, et donc là, tu payes un prix extrêmement élevé, mais tu n'as pas tout ce travail de recherche et développement, parce que en fait, quand on crée un produit cosmétique, c'est pas que le travail de recherche et développement. Ensuite, il y a tous les tests à valider. Et les tests à valider, si c'est nous qui faisons la propre compo, et c'est très long. J'imagine, et ça doit être compliqué de croire en un produit qu'on n'a pas forcément pensé soi-même. Justement, toi, tu l'as créé comme une chercheuse folle, comme tu le dis, avec de ton plein gré, tu as trouvé tes compositions toi-même. Du coup, j'imagine que tu croyais vraiment en ton produit. Est-ce que c'était le cas des gens, par exemple des investisseurs, après, quand tu as voulu lancer ta marque vraiment, est-ce que les gens étaient réceptifs ou est-ce que tu as eu un peu plus de mal à lancer ta marque? Non, parce que c'est une idée innovante. C'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle, on me dit mais j'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est incroyable. Et c'est vrai que j'ai eu peut-être plus de facilité que la normale à, par exemple, lever des fonds, à convaincre des investisseurs ou à convaincre même des pharmaciens, nos confrères et nos consoeurs, de référencer la marque. J'ai de la chance d'avoir eu cette idée innovante et c'est vrai que moi j'y crois ici énormément à mon projet et quand on y croit, forcément c'est beaucoup plus facile de convaincre ensuite. Et est-ce que le fait d'être pharmacien, ça t'a donné plus de crédibilité? Oui, vraiment, oui. Je prends comme exemple Pierre Fabre, Pierre Fabre à l'époque quand il a créé sa marque, il avait créé lui-même ses compos, il allait taper à la porte des pharmaciens lui-même. Je me dis, bon, ok, je vais faire comme Pierre Fabre, sans prétention aucune, hein, mais j'ai envie de faire comme lui, créer mes compos et aller taper à la porte des pharmaciens. Et c'est vrai que les pharmaciens ont été hyper réceptifs et ils ont bien aimé le fait que je sois pharmacienne également et que j'ai monté ma marque. Quand on avait discuté ensemble, tu nous avais dit que toi, tu voulais vraiment faire pharmacie, c'était ton projet. Ouais. Après, tu as fait un master à HEC qui était pour les entrepreneurs. Donc ça aussi, j'imagine que c'était dans tes projets aussi. Qu'est-ce qui t'a attiré dans les deux cas, dans cette voie d'orientation-là?
Alors, moi, je savais à l'âge de 9 ans que je serais pharmacienne. Je suis issue d'une famille nombreuse et on est 6 enfants. Et moi, on est 5 filles, un garçon, je suis la dernière des filles. Et en fait, toutes mes grandes sœurs ont fait des études de santé. J'ai 2 grandes sœurs pharmaciennes qui sont diplômées d'HEC. J'ai une sœur médecin, une sœur infirmière. Et ensuite, moi, j'ai fait pharma. Donc, à 9 ans, je voyais ma grande sœur qui était mon idole, mais vraiment mon idole. Je me disais, OK, je vais faire comme elle. Donc, je serai pharmacienne comme ma grande sœur. Et donc, je savais que je ferais pharma. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, elle rentrait à HEC. Donc, à 18 ans, avant même d'avoir fait pharma, je savais que je ferais HEC. Et ensuite, quand j'ai eu 22 ans, j'ai eu un petit peu plus de personnalité. Du coup, j'ai pas fait le même master qu'elle. Elle a fait le master stratégie management et moi, j'ai fait le master entrepreneur. Tu as monté ta boîte et c'était une boîte, comme tu l'as dit, qui a été très innovante. Justement, je voudrais revenir sur cet aspect-là de l'innovation en cosmétique parce que c'est vrai que je crois qu'il y a plus de 200 marques de cosmétiques qui se créent chaque année. Et en plus, les leaders du marché, c'est un peu les géants qui existent depuis toujours. Du coup, je me demandais, est-ce que c'est pas un peu bouché la cosmétique ou comment toi, tu as réussi à te faire en quelque sorte te frayer un chemin dans cet environnement-là? C'est une très bonne question. Alors, moi, concernant le nombre de boîtes de cosmétiques par an, je crois avoir entendu entre 3 et 600 boîtes de cosmétiques par an de start-up. Et il y a, je crois, 6500 marques de produits déjà cosmétiques présentes sur le marché. C'est vrai que c'est difficile, je vais pas mentir, de se démarquer. Aujourd'hui, moi, je pense que on a été ces 10 dernières années dans une innovation qui se tournait autour de la naturalité des produits, des actifs, aujourd'hui du vegan, du bio, avec les labels qui sont indispensables. Et vers une cosmétique de plus en plus ciblée. Il va y avoir des cosmétiques, vraiment, on n'a pas tous la même peau, on réagit de manière différente. Donc c'est vrai que la cosmétique ciblée est indispensable. Je ne dis pas que le marché est saturé, loin de là. Il y a des bonnes idées, il y en a toujours, il y en aura toujours. Tu as eu une expérience dans une start-up qui faisait de la cosmétique, je crois, pour les femmes atteintes de cancer. Et on se demandait, comme tu as déjà eu l'idée, tu avais déjà l'idée de faire ta marque il y a bien longtemps, qu'est-ce que tu étais allé chercher dans cette start-up-là? Pourquoi tu t'es pas lancé direct? Alors en fait, je me suis dit à ce moment-là, ok, je vais faire quelque chose que mes parents n'avaient pas fait, que ma famille n'avait pas fait, c'est entreprendre. Et entreprendre, je ne savais absolument pas en quoi ça consistait. Et donc, je me suis dit, c'est bien d'avoir une idée, mais concrètement, comment on fait pour créer une boîte? Et je me suis dit, c'est indispensable d'aller avoir une expérience entrepreneuriale, déjà au moins pour savoir si ça me plaît, la vie entrepreneuriale. Et j'ai découvert à travers cette expérience justement le quotidien d'entrepreneurs, d'entrepreneuses même, puisque ce sont 2 femmes qui ont créé la marque de cosmétiques dans laquelle j'ai travaillé pendant 6 mois et j'ai adoré. J'ai adoré ce que j'ai fait puisque j'avais des responsabilités incroyables alors que j'étais étudiante en 4e année de pharmacie. Je me retrouvais à diriger des études, des études cliniques dans des centres de cancérologie. Je me suis retrouvée à créer des bons de commande et aller taper à la porte des pharmaciens en leur proposant le bon de commande que j'avais créé. Enfin, j'ai fait 1 million de choses complètement différentes et c'est ça qui m'a plu et je me suis dit à ce moment-là, ok, tu as l'idée, tu as l'expérience entrepreneuriale, vas-y, fonce. Du coup, tu as eu l'expérience entrepreneuriale, mais quand même, quand on lance une boîte, j'imagine qu'il faut un background un peu commercial aussi, vraiment pratique, technique, quoi. Est-ce qu'on peut tout apprendre sur le tas? Est-ce qu'on est obligé de passer par une case école de commerce? Qu'est-ce que tu en penses? On peut tout faire dans la vie. À partir du moment où on le veut, on peut tout faire. Moi, c'est vrai que j'aimais bien les études. Hein. J'en ai fait quand même un sacré nombre d'années. Et ça m'a aidée. Mais c'est vrai que apprendre sur le tard et la pratique, c'est indispensable. Pour moi, les deux, on a besoin des deux. Et c'est comme ça que j'ai appris énormément de choses. J'ai appris énormément de choses parce que j'ai travaillé, j'ai fait une trentaine de métiers différents dans ma vie. Ouais, j'adorais travailler, moi, toutes mes années étudiantes, j'ai travaillé, j'ai été caissière chez Leclerc, j'ai distribué des flyers dans la rue, je travaillé à la pharmacie, dans une trentaine de pharmacies en plus différentes, je travaillais à l'hôpital, enfin bref, j'ai vraiment fait je travaille à l'usine. Ouais. C'est
très très difficile. J'ai un énorme respect pour les personnes qui travaillent à l'usine. Et les expériences, ces expériences-là, elles sont indispensables. Après, il faut avoir aussi un peu de théorie pour pouvoir convaincre. Parce que quand on est face à un investisseur, si on ne sait pas ce qu'on raconte, la crédibilité, elle ne suit pas. Et peu importe si on a conscience de ce qu'on dit, on croit dans ce qu'on dit, dans son projet, il faut avoir un petit peu de répondant et savoir répondre aux questions des investisseurs qui sont parfois rudes. Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé savoir avant de te lancer? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quelque chose qui t'a peut-être fait un petit peu douter quand tu t'es lancé? Il y a un conseil que tu aurais aimé avoir ou que tu aimerais donner? Il faut foncer, il faut le faire, il faut y croire, ne jamais douter. Il y a plein de gens qui vont vous dire t'es complètement folle, de toute façon ça va jamais marcher. Enfin, c'est perdu d'avance. Et en fait, moi, toutes ces personnes-là qui m'ont dit ça, il y en a forcément, ça me donne de la force et ça me donne envie de me pousser, d'y aller encore plus. Et tant pis, au moins je sais que même si ça n'avait pas marché, je sais que j'aurais quand même eu aucun regret parce que j'ai adoré ce que j'ai fait. Donc foncez. Forcément, on est curieux, on aimerait bien savoir quels sont tes produits. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ou est-ce que tu en as avec toi? Tu peux nous les montrer? Du coup, je les ai apportés avec moi. On a 3 produits pour l'instant. On a un dentifrice comme ceci, un tube, qui est bio, qui est vegan, qui est 100% d'origine naturelle, 100% made in France, puisqu'on travaille qu'avec des fournisseurs français, et dans le seul tube airless labellisé EcoCert. Donc ça, c'est pour les valeurs. Et en termes d'allégation, il permet de gagner plus de 2 teintes de blanc en plus en 28 jours. Il est top contre la sensibilité gingivale et il est aussi anti-tache. On a également une crème visage qui est hydratante, illuminatrice et réparatrice. Donc ça, c'est du papier recyclé et c'est recyclable. Et à l'intérieur, on a une petite carte ensemencée qui permet de planter des fleurs, puisqu'on part du principe qu'on redonne à la nature ce qu'on lui a pris. Donc on lui a pris des plantes pour en faire des huiles essentielles et on en redonne à travers nos clients. Donc voilà, et enfin, et ça c'est le seul produit qui existe sur le marché si je ne dis pas de bêtises, c'est un spray corporel anti-odeur de cigarette qui se met sur le corps comme un parfum et qui va venir capter les odeurs de cigarette. Donc là où on sent le plus la cigarette, c'est sur les cheveux et sur les vêtements. Donc l'idée, c'est vraiment pouvoir s'en mettre et en quelques minutes, on ne sent plus du tout l'odeur. Notre produit, il a été complètement détourné. Aujourd'hui, nos clients, ils l'utilisent dans la voiture, à la maison. J'ai même une cliente qui m'a dit « mais votre spray, il est incroyable. Moi, je l'utilise même pour quand je cuisine du poisson à la maison, j'en mets. » Et ça me fait mourir de rire d'avoir tous ces retours clients. J'adore. Donc voilà nos 3 produits. Merci beaucoup Caroline pour ce partage d'expérience, c'était vraiment passionnant. Je suis sûre que ça a inspiré plein d'étudiants, moi comprise, mais on se demande où est-ce qu'on pourrait te suivre si on veut en savoir un peu plus. Merci beaucoup Claire. N'hésitez pas à me suivre sur Mojo Cosmetics, sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Venez, on vous attend.